Et bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière session de l'IAGORA de la saison 2 de cette année. Salut Françoise, salut Marjorie. Salut Salut à Yann. tous. Première news, on n'avait pas trop envie d'en parler, mais on s'est senti un peu obligé, même en essayant de vous résumer. Si vous ne l'avez pas vu passer, bah en fait, au début du mois, on a eu accès à Fable, qui est un peu le nom de Fable et Mythos. On va les utiliser de manière pareille. Côté Claude, qui est le super modèle, qui était hyper dangereux. On a eu beaucoup de marketing sur ça. Il a été interdit au bout de quelques jours par le gouvernement américain, principalement à ceux qui sont pas américains, mais du coup, ils l'ont interdit à tout le monde. On a eu toute une saga autour de ça pour que finalement, d'ailleurs, hier soir, ou ce matin, enfin cette nuit, quoi, on a eu accès à Fab. Donc là, ça va revenir. Le gouvernement américain a autorisé ça. Il y a eu plein de choses qui sont passées ce mois-ci par rapport à ça, sans rentrer complètement dans les détails. Vous vous doutez qu'il y a, et ça va être un peu aussi une partie du thème des news qu'on a voulu faire. Il y a un côté souveraineté, évidemment. La question de est-ce que le gouvernement américain va nous empêcher. Cet appel est susceptible d'être enregistré à des fins de Tiens, formation et ça, on ne sait d'amélioration pas de qui la c'est, mais qualité de s'il veut notre bien, service. je crois que je l'ai trouvé. Désactivé. Merci. Voilà. On nous espionne. Le CIA. Tu gentil aussi. Non, et donc ce que je disais, le gouvernement américain, est-ce qu'ils vont nous empêcher d'accéder à des modèles de pointe et de manière un peu plus limité ou pas. Il y a eu aussi, du coup, ce mois-ci, ChatGPT 5.6, donc un nouveau aussi gros modèle avec, comme d'habitude et comme au Starbucks, plusieurs tailles de modèles par ChatGPT 5.6. Et eux, OpenAI, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu pris un mode, on va dire, j'ai pas d'autre mot que l'Edgebot qui me vient à l'esprit, que le côté, bah tiens, on va le donner qu'à quelques personnes du gouvernement, des acteurs bien limités au modèle, juste pour que le gouvernement lui laisse le temps de, regarder, c'est vous qui avez un peu le pouvoir et le pouvoir de choix. Je pense qu'il y a une vraie question un peu éthique hein, et aussi notamment de sécurité d'un point de vue cyber. On en a déjà parlé ici à la dernière session par rapport à ces nouveaux modèles frontières. Ok, encore un micro. N'hésitez pas à désactiver mon micro, ça ira mieux pour nous. Et la question qui se pose par rapport à tout ça, je trouve, et qui est aussi une petite news, mais je ne sais pas si elle a été confirmée, mais que potentiellement, pour Claude notamment, vous allez devoir faire un peu comme la banque, une sorte de KYC, donc de prouver qui vous êtes, d'où vous venez avec des papiers d'identité pour utiliser certaines fonctionnalités de Claude. Au début, il parlait d'un peu tout le monde. Maintenant, ça serait potentiellement certaines personnes flaguées en interne. En tout cas, il y a une vraie question qui se pose autour de qu'est-ce que les Américains utilisent comme levier un peu de pouvoir par rapport à ces modèles frontières, par rapport au reste du monde sur ça. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous demander plus ou moins? Euh, voilà. On s'est senti un peu obligé d'en parler. Je peux essayer des réactions par rapport à la souveraineté, et on va en parler après, bah, je trouve que ça remet aussi au centre du jeu bah, nos champions à nous, notamment Mistral, et aussi l'open source, même s'il est quand même vachement lead par la Chine. Et la Chine, effectivement, qui est mentionnée dans le chat et qui forcément. Ça va venir dans les news juste après. Un peu après aussi, ouais. Il y a eu GLM 5.2, je ne sais pas si certains ont pu le tester, qui a beaucoup buzzé ce mois-ci en super modèle open source. Je vous le drop juste si vous voulez tester un bon modèle, n'hésitez pas. Ren, are you here? We were wondering if you had any opinion on what happened this month about, Fable and the American government. Yes. So coming from Silicon Valley, it is not a overall expectation that these models need to be restricted. What goes on in the United States government, completely different than what most people in technology believe, which is open use of the technologies. So this is not an American thing. This is a President Trump thing. But overall, though, when we look at these LLM models, they're powerful, but they're not going to be so powerful that they're going to take over the world.
So I think it's President Trump's way of saying we have something, you can't have it, and that's just the way American politics is right now. Okay. And by the way, Rand, I had a big surprise last week to see that you went to the European Parliament in Brussels to talk about AI governance, dignity at work, and digital transformation of skills in an AI world. This is a LinkedIn post that I've just shared here. How comes that an American guy goes to Brussels and talk about AI governance? It is, and I put together just 4 slides here to be able to share, and let me go through and share some content. I did get an opportunity to speak in the European Union relative to the EU AI Act, and specifically around the act that went in effect 2 years ago. Everybody on this call understands its protections, it's banning unacceptable use, regulating high risk. You all understand where the AI Act is. Last week in Brussels, I had an opportunity to meet with members of parliament, ambassadors, CEOs from across Europe. And the 2 things were focused. One is around sharing with the parliamentarians progress to date. So bringing what we talk about here in the Agora sessions to the government officials to basically say what's going on. And then I had 2 topics on Wednesday, one around governance and one around workforce. I'm going to paste inside the chat here. There is a task force advisory forum, and there's more summaries and details inside this web link that provides what goes on in these meetings and the details, but I'll summarize it here for the group. So the first piece was, where have we gone? So we're sharing with the parliamentarians in the European Union, the ethical use that went in last year around prohibiting AI practices, not using it for deceptive or manipulative ways. What goes in effect, and the big thing right now this summer, is transparency rules. We all have to disclose when we're using chatbots, when we're using AI, we have to label and content it. So we wanted to make sure that the parliamentarians, the government officials know this is what's being done. And then the high risk systems goes in effect end of next year, which is making sure AI is safe. But let me address 2 things. Oh yeah, please. That's just what Jan said just before when he was talking about Fable. So the 2 things that I kind of took out from this gathering was we had Cate Blanchett, actress, and number of producers, musicians, what they're called the creatives, came, and the big word that they used is consent. It's AI technologies are expanding rapidly, and we really need humans in front of these technologies. She has created this rslmedia.org, the URLs on this page, and it talks about this whole idea that AI needs to respect people's wishes. If you don't want to use your voice or your content, that you can register to say, I don't want to use it, or I don't want my likeness to be used or my voice to be used. Eva Maydell, who is the European Union's member of parliament, she described it as a tool that makes rights transparent, scales trust, keeps human creativity. So I had a chance to meet with a member of the European Parliament, Eva Maydell, to talk about these details and to get further into more specifics around consent and access. And so that was a piece. And the last component that I covered was around employment in the world. Pope Leo's encyclical address around the dignity of work, around digital transformation, the whole value of work, the problem of unemployment. We want to make sure that as AI comes into place, that we're not displacing humans. And I've written about this on my LinkedIn, and I reference it at the bottom here, is that there's many things that we could do. This is not AI replacing jobs. This is just simply modernization. It's no different than when the car replaced horse and buggy. This is no different when spreadsheets replaced handwritten journals. This is no different than the computer replacing the typewriter. It is a change. It's a technological change. And we as humans just have to adapt to our skills. If I used to only know how to write down things, I now have to learn how to use a spreadsheet. If I only knew how to ride a horse, I need to be able to learn how to manage and support a car. And the only big difference today with AI, it's moving super fast. Where we may have had 10 or 20 years to adapt, AI has in just 2-3 years completely absorbed a lot of our work.
But I put it on the responsibilities of all of us, technicians, business owners and executives, leaders of the world, to be able to help retool and reskill our employees. And so those were a couple of the articles I wrote about, like ways to be able to go through and minimize that risk. So those are the two things that I kind of addressed on my topic of conversation. 170% pour Trouville et 150% pour Dieppe. Fin juin. Fin juin. Donc les gens, fin juin. Alors, on a encore, vous l'avez trouvé. Thanks, friend. Sorry for, I don't know who it was. Okay. Thank you, Ren, for your feedback. And I hope, I hope it will go well for Europe. And Médéric mentioned it. I'm going for the next news. Je reviens en français du coup. Médéric nous l'a un peu spoilé. Mais Paul, est-ce que tu es là, Paul? Oui, alors je suis là, si c'est de moi dont tu veux parler. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et peut-être parler un peu de cette news? Oui, alors très bien. Donc moi, je m'appelle Paul Moiseron, je suis responsable gouvernance et circulation des données au ministère des Finances dans un bureau qui s'appelle le BRC Hub. On travaille pas mal sur l'IA et sur la gouvernance de la donnée. J'ai vécu il y a une quinzaine d'années, 3 ans dans le monde chinois, donc quelques mois en Chine seulement. J'étais stagiaire à l'époque au MAE, et puis surtout 2 ans et demi à Taïwan. Et puis après, j'ai travaillé sur le cyber chinois comme analyste dans une boîte qui est devenue Orange Cyberdéfense. Alors, j'ai fait une petite recherche sur cette news et en l'absence d'informations révolutionnaires sur le plan interne, je vais parler à la fois à partir des sources ouvertes et en mon nom. Je pense que ce sera plus simple. Donc, l'histoire, c'est que Bercy a créé un chatbot interne, donc c'est surtout la DG Trésor qui s'appelle Héphaïstos pour aider des économistes à faire des notes et des synthèses. C'est le travail de la DG Trésor. Il y avait 2 modules, je crois, un agent conversationnel qui était à destination des hauts fonctionnaires et puis un outil de transcription multilingue, et c'était testé sur une centaine d'agents. Et dessus, ils ont mis Qwen, le modèle open source d'Alibaba, qui était déconnecté d'Internet et déployé en air-gap sur une infrastructure qui était du Outscale, Secnum Cloud, bref, il y avait tout, quoi. Et après 3 semaines, des agents ont signalé qu'il y avait des réponses orientées sur des sujets chinois, et Bercy l'a débranché il y a quelques jours pour mettre un Mistral très rapidement. Et il y a eu pas mal de damage control au niveau ministériel pour parler de souveraineté numérique. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a d'autres expérimentations qui sont en cours sur le sujet IA au sein du ministère, et qu'en fait, les directions font un peu chacune ce qu'elles veulent. Donc ça, c'est surtout un peu ce que ça révèle, c'est-à-dire qu'il y a des trajectoires parallèles sur des expérimentations IA au sein de l'administration. Moi, ce matin, j'ai fait le test. En fait, j'ai utilisé. Donc, moi, j'ai Qwen en local. J'ai Qwen 3.6 et je l'ai utilisé avec donc OMLX parce que je suis sur Mac. Je l'ai testé sur le harness Claude local. Ensuite, avec le harness Qwen et puis ensuite le chat de OMLX. Et donc, j'ai eu 3 qualités de réponse. C'était assez rigolo. Avec le harness Claude, donc qui était en local, et plus une recherche avec SiriXNG, j'ai eu une réponse qui était hyper exhaustive et finalement assez complète de la situation, avec quelque chose qui me paraissait relativement objectif. À un moment, je lui ai demandé d'où il parlait, et Qwen m'a dit qu'il était Claude développé par Anthropic, donc ça veut dire qu'il avait plus ou moins absorbé l'identité du harness. Ensuite, j'ai une question avec Qwen, c'était aussi assez objectif. À partir du harness Qwen, les réponses étaient assez longues. Et puis, ça m'a fait en substance des réponses qui étaient assez similaires à celles que Claude faisait. Et ensuite, avec le chat natif, donc OMLX, c'est-à-dire sans harness, sans rien, j'ai eu très très peu de texte et effectivement des propos qui étaient ultra édulcorés en parlant de mobilisation sociale et étudiante. Quand on parle de Tiananmen, il faut savoir que Tiananmen, c'est un peu la tarte à la crème de la sinologie en France. C'est le test niveau 0. À chaque fois qu'on parle de la Chine, à n'importe quel modèle ou à n'importe quel chinois ou à n'importe quel sinologue, c'est toujours à propos de Tiananmen, quoi. Donc bon, c'est le test que je fais à chaque fois sur un modèle chinois personnellement. Ouais, voilà, il y a 2 sujets. T'as et Taïwan et Tiananmen, quoi. Bon, après, c'est connu. C'est-à-dire que en général, tous les modèles sont biaisés.
Ils sont entraînés sur des corpus, ils sont alignés sur des valeurs. Anthropic, c'est aligné sur les valeurs d'Anthropic, OpenAI sur les valeurs d'OpenAI. Et les modèles Qwen, ils sont normalement censés respecter les valeurs essentielles du socialisme, entre guillemets. Hein. Donc, je veux dire, ça me paraît pas non plus. C'est pas très étonnant, quoi. Politiquement, c'est comme ça. Effectivement, mais si j'essaie de résumer avec mes mots, donc il y a eu une initiative IA parmi tant d'autres au sein de notre gouvernement. Donc là, en l'occurrence avec Qwen. Et en fait, un peu le sous-tendu de ton message, c'est aussi de dire peut-être qu'on n'était pas assez mature en général, notamment autour des harness. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais c'est une manière de contrôler les modèles et dans quel environnement ils peuvent interagir. Pensez au harnais d'un cheval. Il permet tu regardes devant et je te tire. C'est un peu la même chose, on va dire. Et du coup, c'est que ce genre de modèle, il leur faut en fait. Il faut savoir contrôler un peu l'environnement, savoir un peu les challenger par rapport à leurs biais. Notamment par rapport à Qwen. C'est un peu ce que tu... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un modèle, il faut savoir quelles sont ses limites, il faut le connaître, quoi. Et ils ont chacun leurs limites, surtout en local. J'imagine que si on faisait la même chose avec du GMA4, on aurait d'autres qualités de réponse. Je n'ai pas eu le temps de tester, mais c'est quasiment sûr. Et si on va parler de choses gênantes pour GMA4 à GMA4, peut-être qu'il aura une manière à lui d'édulcorer. Je ne sais pas. Ok, parfait. Donc, ça dire maintenant, on aura les biais français avec Mistral. Et c'est trop bien. On reste dans nos biais. Voilà. Merci, Paul. Je passe à la prochaine news. Enfin, je ne sais pas s'il y a des questions, mais sinon, je passe. Allez, go. La prochaine. La prochaine, c'est peut-être une news dont vous n'avez pas vu passer, mais moi qui me tenait à cœur. Pas tant parce que c'est Google, pas tant pour la news, mais pour ce que ça raconte. Pourquoi Je pense que dans tous les sujets d'IA générative en entreprise, il y en a un peu, il y en a plein qui tournent un peu autour de la même chose, qui est de la gestion de la connaissance. Comment est-ce que voilà, j'ai un SAV, j'arrive à aller retrouver la bonne information d'un contrat, d'une notice technique par rapport à une question au bon endroit, je récupère la bonne connaissance ou je veux acheter telle chose, c'était quoi les devis que j'ai eus dans le passé. Il y a vraiment beaucoup de gestion de connaissances au sein des entreprises et on a eu pendant des années la baguette magique du RAG qui était agitée un peu dans tous les sens et le RAG c'est génial, vous allez pouvoir un peu tout faire. Ces derniers mois, on voyait le côté, bon, ça fait pas forcément tout le RAG. Du coup, il y en a certains, il y a toute une pente de discours en disant il faut de meilleurs modèles, il faut du graph RAG, il faut de la mémoire. En fait, plein de choses un peu techniques. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est relié à ce que Andrei Karpathy, avec le LLM Wiki, avait sorti il y a quelques semaines, mois. Et du coup, maintenant, Google a sorti l'Open Knowledge Format. C'est des standards hyper simples, open source, complètement agnostiques, un peu dans la même trempe, encore une fois, que le LLM Wiki de Andrei Karpathy, que je vous invite à le faire. Et pareil là pour Google Cloud, qui disent, OK, quelle est une bonne manière d'organiser ma connaissance de manière simple pour un LLM pour pouvoir l'interroger. Donc, la grosse différence, donc il y a une philosophie très commune par rapport à LLM Wiki qui est, en gros, full markdown. On écrit les choses de manière plate là-dedans. Il y a un fichier qui existe avec de la connaissance, par exemple une notice ou autre, mais à côté de ça, on va quand même mettre un markdown qui va référencer les choses et ce qu'il y a dedans. Et peut-être là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est assez intéressant dans ce que propose... Pardon, je me perds. Voilà. Ce que propose Google, c'est il y a un côté producteur de bien séparer la partie, OK, j'ai des agents, une sorte d'IA qui va produire la donnée, et un côté consommateur qui va aller la rechercher. Moi, outre le format de Google ou autre, ce que j'aime bien dans ça, c'est que je trouve qu'on arrive dans un certain moment de maturité en général par rapport à tout ça, où c'est plus de techno qui va amener une meilleure gestion de la connaissance par les IA en entreprise. Ça va être des choses beaucoup plus simples, un peu standards, voilà, des standards un peu robustes, architecturaux, plus qu'autre chose. Et vraiment, ça, c'est un petit blog post par rapport à ça. Et je voulais prendre le temps
d'en parler un petit peu, si jamais vous ne l'aviez pas vu, parce que je sais que c'est un sujet qui a chez un peu tout le monde. Dernier sujet, sauf s'il y a des questions par rapport à ça, des gens qui l'ont vu ou pas. Je sais que Médéric, on en a parlé hier rapidement. Médéric a réagi dans le chat. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est vraiment un super format. Moi, j'aime bien comment ils disent qu'on n'a vraiment rien inventé. Hein. C'est un truc qui existait déjà depuis longtemps. Mais ce qui est vraiment très bien avec le format-là, c'est que ça répond vraiment à une question d'entreprise et c'est comment on organise la connaissance. Et il y a beaucoup de questions de knowledge management. Et vraiment, le wiki, c'est vraiment une bonne façon de penser la chose. Donc, je trouve que c'est pas révolutionnaire, mais c'est comme les skills. Ça change quand même la donne. Et là, je trouve que dans des moments de folie, d'innovation technique, quand on arrive à ce moment à se dire, on a repris un peu le passé, on l'a juste un peu reformulé, et comme tu dis, il n'y a pas de révolutionnaire. Je trouve qu'on arrive dans un bon moment de build. Donc, je trouve ça bien de le mettre en avant. Et Marjorie, je te laisse ta place pour la dernière. Est-ce que tu veux que je partage ou c'est toi qui veux le faire? Et ben, je vais Allez, partager vas-y. effectivement la dernière news qui va faire le lien avec la suite et puis qui fait le lien avec la première question qu'on vous avait posée. Donc, il y a quand même 3% qui ont déjà utilisé Copilot Cowork. Je suis intéressée. Après, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à partager. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Copilot, ou en tout cas cette nouvelle version, c'est sorti mi-juin. Alors, je ne saurais pas dire quand exactement, mais courant juin. Moi, ça fait quelques jours que j'y ai accès. Donc, vous le voyez là sur la gauche, il y a le cowork de même principe que sur Claude. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se base sur les modèles de Claude. Donc, on a accès au final à une version de cowork de Claude dans Copilot et donc avec un accès aux documents de l'entreprise. Ce qui est intéressant au-delà de cette fonctionnalité, c'était assez sûr que de toute façon Microsoft allait embarquer des nouveaux modèles et des nouvelles fonctionnalités. Il y a la côté de tarification qui est loin d'être neutre parce que pour utiliser Cowork, donc c'est du pay as you go, donc tu payes à l'usage. En plus de la licence individuelle que tu payes, donc il faut payer ta licence individuelle plus ensuite payer les crédits. Je vous partagerai le guide. Il y a un petit guide. Ils ont fait un guide pour nous expliquer comment sont calculés les crédits et combien ils coûtent. Bon, c'est Microsoft, c'est assez long et assez obscur. Mais vous voyez là, c'était 0,01 centime de dollar par crédit copilote. Bon, ça reste assez flou comme terme, mais il nous donne quelques indications sur différentes tâches. En fait, pour les tâches légères, donc c'est à peu près 1 euro par tâche. Pour une tâche médium, 4 euros. Et pour les tâches plus lourdes, on peut aller jusqu'à plus de 15 euros pour réaliser la tâche. Moi, j'ai fait un petit test, du coup, des choses que je fais, moi, d'habitude, sur Cloud Cowork, rédiger un rapport, donc très bien structuré sur Word. Ça m'a coûté 4 euros quand même. Donc, le rapport était beau, mais 4 euros, ça fait cher. Moi, je suis pour un individuel, ça peut monter, mais pour une entreprise, si on ouvre les vannes, ça peut vite monter. Je serais intéressée de savoir si certains d'entre vous, du coup, l'ont activé dans leur entreprise ou si vos administrateurs vous en a. Arthur. Bonjour. Je te laisse bonjour à tous. je te laisse te Ouais. présenter et puis nous en parler. Donc Arthur Morel, donc je travaille pour le Club Med et donc moi j'ai testé Cowork, mais sur une version particulière parce qu'on a été early access de Cowork, donc nous ça fait peut-être déjà 3 mois qu'on l'utilise et que dans leur version early access il n'y avait pas de pay as you go. C'était avec la licence premium qu'on y avait accès, c'était la version bêta. Et donc, on a appris la nouvelle il y a 2 semaines, en effet, que ça devenait en pay as you go. Et depuis, c'est la panique pour savoir combien ça va vraiment coûter. Maintenant que les usages sont faits en plus en interne, ça pose de vraies questions parce que pour on va dire qu'une population bureau non technique, c'est particulièrement efficace quand on travaille dans un écosystème Microsoft parce que en fait c'est un URL et qu'il a accès à tout. Que ça fonctionne globalement très bien et en ces 3 mois on a vu les évolutions. Donc oui, ça marche bien, ça utilise les nouveaux modèles et on a des résultats équivalents à quelqu'un qui utilise Cloud Desktop ou autre, mais l'accès à tout le monde de cette version est assez remarquable. J'ai des feedbacks d'utilisateurs qui sont d'habitude pas du tout IA, qui se disent maintenant je ne peux plus travailler sans. Oui, je ne peux plus travailler sans et maintenant il faut qu'on paye. Donc bienvenue dans C'était mon très malin de entreprise. Microsoft d'avoir fait une version du coup
gratuite, j'ai envie de dire, et illimitée. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet pour les administrations et les entreprises. Bien sûr, tu peux segmenter, tu peux mettre des limites par utilisateur, etc. Mais maintenant, il va falloir déterminer qui a le droit d'avoir accès à quoi et combien de crédits chacun a. Il y a quelques remarques sur la stratégie pot de miel de Ah, Microsoft dont vous parlez, voilà. ouais. Et ce qui est intéressant aussi, Yann, ça fait 30 ans que je les vois faire exactement ce principe-là. C'est on vous ouvre un truc gratuit et puis un an plus tard, ah ben maintenant vous le payez. Geoffrey, tu voulais intervenir Ouais. aussi sur ce sujet? Rapidement, donc moi je fais partie du groupe SEB et on l'a aussi, on a 3 licences Cowork. On l'a sur un use case bien particulier. En fait, on veut faire la traduction de documents financiers, donc hautement forcément sensibles, sur des formats Word, mais également des PowerPoint. Et en fait, quand on utilise Cowork, la version, on va dire, que tout un chacun peut avoir chez soi, ça fonctionne hyper bien. Et quand on passe par Cowork, version Copilot, on a pas mal de bugs. Et du coup, ça revient à ma question tout à l'heure par rapport à ce que vous avez évoqué sur Qwen. J'aimerais comprendre en fait en quoi finalement un moteur qu'on met derrière une interface peut être dégradé et quelles sont les explications principales pour comprendre pourquoi, selon moi, en tout cas selon les use cases qu'on a fait, le Cowork, le Copilot n'est pas aussi performant que celui qu'on peut avoir en desktop en tant que particulier. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Est-ce que quand tu parles de Cowork, tu parles de Claude Cowork notamment, la Oui, version desktop oui. dont il parle avant? Ouais. Alors, en fait, il faut se rendre compte, mais comme beaucoup très rapidement, comme Claude Code, etc., c'est que la plupart de ces outils, Cowork, Claude Code, en fait, ont deux couches. Il y a une couche applicative avec du logiciel, des choses, par exemple, dans Claude Code, des modes de planification. Là, le fait de lui donner un skills pour savoir lire un document Word ou écrire un document Word ou une presse par PPT. Ça, c'est toute une couche applicative et en dessous, il y a les modèles. Donc, ce qu'on ne connaît pas exactement dans Cowork, Copilot, comment ils ont fait Microsoft par rapport à Cloud Desktop, mais à mon avis, le plus probable est qu'ils ont peut-être un deal de OK, on réutilise les mêmes modèles, mais la couche Cowork n'est pas exactement la même parce qu'elle est développée au sein d'Anthropic et peut-être pas la même au sein de Microsoft. Pour moi, c'est le plus probable sur les différences. Après, honnêtement, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. En tout cas, voilà. je te rejoins, c'est que moi, alors, j'ai fait des tests très rapides parce que j'ai pas envie de dépenser des fortunes dans mes tests Copilot Cowork, sachant que j'ai accès à Claude. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais fait un test et que la tâche a échoué. Enfin, il y a des Oui, tâches qui ont c'est échoué ça. et que du coup, tu payes le fait que le modèle échoue et c'est quand même relativement frustrant en tant qu'utilisateur. C'est sûr. Merci en tout cas.